Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons à la chronique numéro 219. Alors c'est une chronique tout à fait spéciale puisqu'elle traite, ou je m'interroge plus exactement sur les atouts, les risques et les enjeux d'une façon, je dirais, résumée, pour ne pas faire trop long, afin de ne pas être rébarbatif, sur cette fameuse révolution numérique que tout le monde aujourd'hui parle. Alors, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on nous parle de déploiement, effectivement, de la révolution numérique. Bien entendu, l'explosion de l'usage du numérique est souvent présentée comme une quatrième révolution industrielle ou technologique venant après celle du charbon et de la machine à vapeur. Bien entendu, faisant suite au pétrole et de l'énergie électrique. Alors cette révolution, je dirais qu'elle se caractérise par un usage massif des réseaux Internet et des techniques informatiques de diffusion et d'utilisation de la connaissance qui, bien entendu, lui sont associées. Alors elle vient au secours ou en appui non seulement de la force physique du travailleur manuel, mais aussi de l'activité mentale du penseur. Elle est aussi, je dirais même plus que cela, puisqu'on peut la caractériser comme une révolution sociétale qui, par l'usage des technologies nouvelles, transforme en profondeur la vie individuelle et la vie sociale. Nous en avons un exemple au quotidien. Alors la révolution numérique résulte de la combinaison de 4 phénomènes majeurs. La mise en réseau de la quasi-totalité des individus sur l'ensemble de la planète, tout d'abord. Le recueil massif des données personnelles et de toute nature et la possibilité de les utiliser. Ce que certains, je dirais, considèrent comme étant le big data. L'abolition également des distances physiques par la télétransmission, le déploiement de l'intelligence artificielle portée par les algorithmes qui exploitent de gigantesques données, de ce qu'on dit, ce qu'on appelle effectivement, ce que j'ai désigné, ce que les spécialistes désignent comme le big data. Alors, on peut voir aujourd'hui, pendant une période de la crise sanitaire, beaucoup de gens sont confinés à la maison en télétravail, ce qui est un exemple, y compris même les élèves ou les étudiants. Alors, cette révolution numérique se déploie depuis la fin des années 90, mais elle ne s'est pas déroulée partout au même rythme. Il faut bien comprendre qu'elle est plus active dans les pays qui sont les plus avancés. Et je dirais qu'elle ne s'est pas, je dirais, mise en place de la même manière. Alors la France y est entrée plus tardivement que d'autres. Elle se situe aujourd'hui, sans plus, je dirais, dans la moyenne internationale. Alors des disparités, bien entendu, existent en Europe, comme le montre la publication annuelle réalisée depuis 2014 par la Commission européenne et son indice qu'on appelle le DESI, Digital Economy and Society Index, qui mesure, je dirais, le degré d'avancement des différents pays sur la voie d'une économie et d'une société numérique. Alors cet indice combine 35, voire même 37 indicateurs qui illustrent 5 critères d'appréciation. Le degré de connectivité des équipements, la compétence numérique, bien entendu. Quand je parle de compétence numérique, c'est la compétence de l'utilisation du kidam, c'est-à-dire de l'utilisateur lambda, voire pour être plus qualifié par la population. L'utilisation d'Internet, l'intégration du numérique dans l'activité des entreprises, ce que je viens de citer tout à l'heure, le développement des services publics numériques, et la France n'y est pas en queue du peloton, soyons aussi logiques, mais elle est loin d'être en tête du classement. Elle est en 2020 15e sur 28 en Europe, avec une position plus favorable sur les deux derniers critères, oui, moins bonne pour les autres, mais jamais en tête. Ce sont les pays du Nord qui, effectivement, raflent, je dirais,
qui sont aujourd'hui le leadership. Donc, nous avons cité la Finlande, le Danemark, la Suède, l'Estonie notamment, et qui sont en tête avec les Pays-Bas et la Suisse. Alors si on élargit la comparaison au niveau mondial, ces pays sont également dans le haut du classement, derrière les États-Unis bien entendu, et à un niveau comparable à celui du Japon, de l'Australie ou même de la Corée. Quand je parle de la Corée, je parle bien entendu de la Corée du Sud. Alors la France occupe donc, au regard de ces indicateurs d'usage du numérique, une position moyenne en Europe, et l'Europe elle-même, moyenne, je dirais, est elle-même moyenne dans le monde. Alors les comparaisons faites au cours de la crise sanitaire de 2020 montrent que partout les outils numériques ont été utilisés, en particulier pour pallier les effets du confinement. Alors, pour ceux qui effectivement se rappellent un petit peu du mois de mars 2020, à un moment donné, il y a eu des saturations, des pics chez les fournisseurs d'accès. Ça a été un très gros problème étant donné que tout le monde utilisait les outils numériques afin de se contacter et pallier effectivement à un manque cruel de présence physique. Alors, en France, comme dans de nombreux pays, l'utilisation massive du télétravail a permis de maintenir l'activité économique, tant bien que mal. Les réunions de toute nature ont pu voir le jour, voire même avoir lieu sous forme de visioconférence. Les téléconsultations ont aidé au traitement des patients, par exemple. Les communs numériques ont contribué sous des formes diverses à la lutte contre la pandémie. Mais comme le montrent plusieurs études, d'autres pays ont fait un usage du numérique bien plus efficace que la France. Nous avons par exemple l'Institut Montaigne qui cite les exemples du Japon qui s'est servi du numérique pour organiser le dépistage, de Taïwan qui a utilisé les dispositifs numériques pour organiser la distribution des masques à l'ensemble de la population. Sans oublier bien entendu de l'Estonie qui a pu s'appuyer sur son investissement de longue date dans un État plateforme basé sur une identité numérique unique pour organiser une mobilisation citoyenne très large reposant oui, sur des outils coopératifs. N'oublions pas que l'Estonie a été un des premiers pays à utiliser le numérique dans le cadre du vote. Alors, de nombreuses, bien entendu, insuffisances sont apparues en France. L'absence d'un système d'information, des EHPAD par exemple, a commencé à retarder l'alerte sur la situation. L'application Stop Covid annoncée à grand bruit n'a eu qu'une utilisation très limitée. Il suffit de télécharger le logiciel sur vos smartphones, que ce soit Apple ou Android, et vous verrez qu'effectivement, ce n'est pas une application extrêmement développée. Alors, les initiatives prises dans l'urgence par les administrations et leurs agents ont été admirables, il faut le reconnaître. L'humain a été très alerte. Et l'étude précise que le cercle de la réforme de l'État n'est pas pallié au problème de fond. La conclusion est sans appel. Même à mon sens, la population a été plus responsable que le gouvernement lui-même qui cherchait des solutions et qui, effectivement, n'avait pas de maîtrise de la situation. Tantôt les masques étaient interdits, tantôt les masques furent obligatoires. Enfin bon, bref, tout le monde connaît un petit peu cette problématique. Alors, un consensus existe en tout cas pour dire que le déploiement du numérique présente des enjeux majeurs pour devenir, je dirais, pour l'avenir ou le devenir de la société. Alors, à l'échelle mondiale, comme à celle des différents pays, pour saisir ces enjeux d'avenir, il convient, bien entendu, d'analyser le phénomène dans toute sa complexité. Et pour ce faire, on analysera les effets actuels et à venir du numérique dans une perspective dialectique. Le déploiement de cette révolution a des effets contradictoires, et il faut bien le préciser, dont il est très difficile d'appréhender, je dirais, présentement les répercussions finales. Cela, on le verra à long terme. Il convient de saisir ces effets selon une approche non déterministe, tant les incertitudes non seulement sont fortes quant aux résultats finaux qui se produiront, et on adoptera donc une perspective qu'on pourrait qualifier en partie double dans leur multiplicité, où les atouts numériques ont également pour contrepartie des risques et des facteurs indésirables correspondants. Bon,
Ensuite, bien entendu, nous en arrivons à cette position, de cette fameuse contradiction, dans le cadre d'une révolution numérique, contradiction, pardon, et dont les différentes dimensions de la révolution numérique seront, je dirais, même analysées en plusieurs volets. Déjà, premièrement, ses répercussions individuelles, technologiques, économiques, environnementales et enfin politico-institutionnelles. Alors, l'individu augmenté par interaction dans les réseaux sociaux. Alors, la mise en réseau n'est pas que passive, elle permet, soyons logiques, faisons un peu d'un cas concret, elle permet à tout individu non seulement d'accéder à d'immenses sources d'informations et de connaissances, mais aussi d'affirmer sa personnalité et d'imprégner sa marque. Alors, me direz-vous, encore faut-il être en capacité de le faire, bien entendu. Cela suppose bien évidemment de disposer d'indispensables outils techniques, smartphones, tablettes, ordinateurs, et surtout d'être en capacité de s'en servir pour une utilisation avertie, voire même avisée, ou pour certains systèmes d'exploitation frôlant l'expertise. Alors l'aptitude et le degré de formation des individus est à cet égard d'une importance fondamentale, je dirais même cruciale. On le remarque dans les administrations qui sont assez lentes là-dessus, où les gens ont du mal à s'adapter à une migration d'un nouveau système d'exploitation ou des nouveaux logiciels. Alors, les connaissances initiales et les capacités d'apprentissage individuel sont une source profonde de disparité d'accès. Cette dimension prend déjà, je dirais, un relief tout à fait particulier quant à l'accès libre et gratuit à la connaissance et aux outils de diffusion de la connaissance scientifique ou la culture. Les réseaux, il y a par exemple des diffuseurs de contenu en ligne, comme par exemple YouTube, que la plupart des gens utilisent, offrent de très riches contenus, n'ayons pas peur de le dire. Les prestataires de ces contenus sont soumis, je dirais, pour pouvoir se financer et en faire une activité pérenne à la, je dirais, pression commerciale via le sponsoring et la publicité. Toujours le moyen de monétiser, en échange, effectivement, de l'acceptation publicitaire. Et ces réseaux vidéo, tout comme l'accès en ligne, à des supports écrits, à des, je pourrais qualifier, hyper-encyclopédies comme Wikipédia, par exemple, ou encore le téléenseignement, ce qu'on appelle les MOOCs, c'est-à-dire Massive Open Online Courses, qui permettent un accès au savoir presque sans limite que celle du temps d'acquisition de la connaissance. Alors ces accès à des connaissances de qualité et les opportunités ainsi offertes, je dirais, d'émancipation personnelle ne procèdent cependant pas des seules capacités, je dirais, individuelles. Et se trouvent également posés, je dirais, les problèmes de couverture du territoire par les équipements numériques et d'éducation de la population au numérique, pour laquelle, soyons, n'ayons pas peur de le dire, la tranche d'âge des populations concernées a des effets fortement discriminants, sans qu'il y ait une volonté de le faire, bien entendu. Alors ceci est d'autant plus important que les outils numériques offrent, si l'on dispose sur le territoire, d'immenses opportunités d'émancipation vis-à-vis, je dirais, des contraintes de localisation, notamment par l'abolition, je dirais, des distances. La libération de la parole, souvent de manière totalement débridée, conduit par ailleurs à l'amplification de capacités d'influence d'individus ou de groupes de pression à périmètre plus ou moins étendu. Alors on peut bien sûr y voir une source de contre-pouvoir vis-à-vis d'un espace médiatique trop largement sous influence de pouvoir d'argent ou politique, ce qu'il en est, on le voit bien aujourd'hui, les gens désertent un petit peu BFM et tous ces médias qui finalement dépendent de mania de la finance pour aller glaner l'information sur le net. Et également pour des questions de réduction de budget, même les médias mainstream, pour éviter de faire trop de dépenses, vont chercher également l'information sur Internet. Alors, bien entendu, on peut aujourd'hui constater qu'il s'agit d'un point d'appui à des thèses, je dirais, complotistes ou conspirationnistes, au développement de fake news,
à caractère viral et les bénéfices liés aux effets souhaitables de discussion étendue pour se forger une opinion. Et donc finalement, au fond, enrichir le débat public. Et cela a pour des contreparties, je dirais, où le déploiement d'approbation privative et communautaire de l'expression publique. Il en résulte, je dirais même, le déploiement de censure ou d'autocensure lié au bashing, à l'encontre de la libre parole, et une incapacité à débattre sereinement sous la pression collective d'un militantisme des plus intolérants, chassant parfois, je dirais, en meute les réfractaires d'une pensée jugée incontestable. De plus, nous voyons la phase malheureusement obscure ou négative, le harcèlement moral et la diffusion d'informations privées visant alors très directement à nuire à la personne, et qui se déploient avec force par des règlements de compte personnels, mais aussi des politiques cherchant à remettre en cause l'honneur de la personne dans un espace public numérique, voire même médiatique très étendu. J'ai fait une chronique là-dessus pour expliquer un petit peu la politique des hangouts à l'époque. Alors, je pourrais dire que on en arrive effectivement, mais in fine, à long terme, à ce qu'on pourrait définir comme étant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'AI, comme étant AI power, c'est-à-dire la puissance des technologies, du traitement des données et de l'intelligence artificielle. Alors on sait pertinemment qu'aujourd'hui, le recueil des données et leur exploitation est la base de toutes les applications numériques. Les applications en ligne sont à cet égard d'une importance, je dirais, capitale, voire cruciale, en permettant à l'individu d'accéder à une très grande diversité de services, de satisfaire ses besoins dans tous les domaines de sa vie sociale, selon ses desiderata. Premièrement, pour l'acquisition de biens et des services de toute nature, marchands ou non marchands, et de sa vie sociale, dans ce que je pourrais qualifier le développement de ses relations sociales que je viens d'évoquer un peu plus haut. Alors l'intelligence artificielle joue à cet égard un rôle majeur en permettant d'identifier les goûts, les désirs des individus et en orientant cette base des prestations de services calibrée par une analyse statistique que permet la puissance de l'algorithme. Le big data nourrit, c'est-à-dire grosses données, nourrit ainsi un très fort développement de l'intelligence artificielle par le recueil et l'usage massif des données personnelles. Bien entendu, largement sous l'égide des grands opérateurs mondiaux du numérique comme les GAFAM. Et c'est ce qui inquiète beaucoup, effectivement, de gouvernements. Alors ces recueils de données par ces grands opérateurs privés bénéficient très largement de l'assentiment des individus, étant donné qu'ils utilisent leur technologie. La plupart des gens sont soit sur Android ou sur iOS, donc des systèmes d'exploitation qui appartiennent soit à Google, soit à Apple. Alors ces recueils, effectivement, de données par ces grands opérateurs privés bénéficient très largement de la l'assentiment des individus. Et le besoin d'accéder à des biens bénéficie très largement, d'une manière générale, à celui qui a besoin d'accéder à ces, je dirais, dits biens de consommation et apparaissant de prime abord, bien entendu, gratuits. Et cela peut s'expliquer largement. C'est le cas
tout particulièrement des applications en ligne avec l'ampleur des services gratuits qu'elles procurent. Je dirais leur attrait des applications en ligne, je dirais difficilement répressible et suscite une très large acceptation de la fourniture en contrepartie de données personnelles. Un donné pour un rendu. Et suscite finalement une très large acceptation et cela tend à transformer les individus eux-mêmes en produits, symbolisés par l'expression consacrée si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Richard Stallman, un des, je dirais, des papes du logiciel libre, a bien expliqué cette logique en disant effectivement ce qui est gratuit n'est pas forcément libre et ce qui est libre n'est pas forcément gratuit. Alors, ajoutons que la construction du big data pour exploiter des données personnelles par l'intelligence artificielle procède également de pratiques occultes, en particulier des États-Unis à des fins militaires, n'ayons pas peur de le dire. Il suffit de prendre un petit peu l'affaire Snowden pour en comprendre, ou Wikileaks, Julien Assange. Donc, bien entendu, cela procède à des intérêts de sécurité ou d'intelligence économique, et cela, effectivement, suscite énormément d'intérêt et fait couler énormément d'encre. Alors l'intelligence artificielle est parfois présentée comme le fait, je dirais, la revue The Economist, en savant idiot artificiel qui peut exceller dans les tâches bien délimitées, mais qui peut se tromper considérablement s'il est confronté à des difficultés inattendues. Alors, le propos est sans doute un peu réducteur, mais je dirais l'esprit l'explique bien. La capacité actuelle de l'intelligence artificielle d'influencer des individus ou de servir des intérêts nationaux est déjà considérable, et le développement à venir, je dirais, est très prolifique. Alors les mécanismes de développement du big data et le progrès de l'algorithme de l'intelligence artificielle placent ainsi l'humanité face à des risques majeurs. Cette tentation d'asservir ou de manipuler, je dirais, euh, les individus, je dirais, ainsi que des décisions collectives qui résultent de telles manipulations dans les sphères politiques comme, je dirais, on peut le constater sur la base, bien entendu, d'une connaissance de plus en plus fine et sophistiquée des individus, plus précise que celle qu'ils ont eux-mêmes de leur propre chronologie. La question de la mise en place de régulations et de réglementations s'en trouve posée avec une très grande acuité, mais qui aujourd'hui, malheureusement, n'est qu'un vœu pieux. Alors, bien entendu, tout cela est un domaine de réflexion. J'ai fait quelques petits points de réflexion sur la révolution numérique. Il y aurait tant à dire, car les domaines sont assez éparses. Et je voulais faire part un petit peu de ce qu'on pourrait penser de la révolution numérique. Effectivement, soyons logiques, pour définir un peu les lignes de quel futur et de quoi parle-t-on et de ce qui s'annonce. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.